Donc effectivement, moi j'ai découvert le vaccin par le biais de la recherche. Vous voulez que j'enlève le masque ? D'accord. Puisque j'ai eu l'occasion de monter un centre d'investigation clinique dédié à la recherche vaccinale. Je suis arrivée il y a maintenant plein de temps, je ne savais pas très bien ce que j'allais faire, parce que le vaccin était dans notre formation un peu, on va dire, le parent pauvre. En fait, j'ai découvert un intérêt et un domaine absolument passionnant, où en fait la recherche, c'est énormément de choses. Donc je vais essayer de vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire en recherche vaccinale. Voilà, alors j'ai un certain nombre de collaborations avec les industriels que je préfère préciser parce que c'est un sujet évidemment sensible. Globalement, on fait à peu près la moitié de nos essais avec les industriels, l'autre moitié étant des projets à promotion académique. Et puis il y a aussi des partenariats publics. Alors en fait, quand on réfléchit aux essais vaccinaux et à la recherche vaccinale, il faut prendre en considération que le vaccin, c'est un médicament un peu particulier et donc qui va en fait justifier des essais et des méthodes adaptées. Alors, en fait, il y a 4 aspects principaux qui différencient le vaccin d'un médicament classique. Le premier, c'est son mécanisme d'action, parce qu'en fait, on va avoir un effet indirect en stimulant le système immunitaire, et avec cet effet sur le système immunitaire, on va ensuite avoir un effet préventif sur le risque d'être infecté, ou en particulier de développer des formes sévères d'une infection. Le deuxième aspect, c'est son processus de fabrication. Jusqu'au vaccin ARN récent, tous les vaccins qui sont aujourd'hui disponibles sont tous des médicaments biologiques. Alors pourquoi c'est important ? Parce qu'en fait, ça justifie d'une part une production par des industriels qui ont un savoir-faire, pas dans le cas d'un médicament chimique, et d'autre part, ça justifie aussi la mise en place d'essais et ensuite la dispensation de ces vaccins avec des conditions en particulier de conservation, de stockage, pour vérifier que ces vaccins ont bien gardé toute leur capacité à induire une réponse immunitaire. Le troisième aspect, qui est peut-être le plus important, c'est l'indication d'utilisation. Dans le cadre de la vaccination, et on en a beaucoup parlé à l'occasion du Covid, en fait, on va administrer un vaccin à quelqu'un qui est en bonne santé et chez qui on va essayer de prévoir et de prévenir une infection et une infection sévère. En fait, j'essaierai de vous montrer, mais tout au long du développement d'un vaccin, on va avoir un intérêt tout particulier sur la sécurité, puisque ce médicament va être administré en prévention d'un risque hypothétique. Donc c'est évidemment un point important. Et plus précisément chez les jeunes enfants, parce que beaucoup de vaccins, en fait, ont pour objectif de protéger les enfants, puisque c'est aux âges extrêmes de la vie qu'on est le plus à risque de faire des infections graves, donc les premières semaines de vie, et à partir de l'âge de 55-65 ans, au moment où notre système immunitaire marche moins bien. Donc ça veut dire qu'il faut faire des essais dans des populations plus à risque, qui sont parfois plus difficiles à pouvoir inclure dans les essais cliniques. Et puis le quatrième aspect, qui est un point qu'on voit beaucoup aujourd'hui avec le Covid, c'est l'impact de son utilisation, puisque quand on va mettre en place des campagnes de vaccination, on va avoir un impact sur l'épidémiologie de la maladie à prévention vaccinale, et la recherche vaccinale ne s'arrête pas en fait à la mise sur le marché d'un vaccin, mais va se poursuivre tout au long finalement de l'utilisation de ce vaccin, ce qui évidemment est un point majeur dans les essais les recherches qui vont se mettre en place. Alors sur cette diapositive qui a été mise au point par les équipes de l'Institut Pasteur qui ont beaucoup développé sur la recherche vaccinale, sont résumées les principales étapes du développement vaccinal, de la recherche donc fondamentale avec la preuve de concept de l'efficacité, en tous les cas de l'immunité induite par la vaccination. Il y a une étape majeure qui est le développement pharmaceutique. Il y a ensuite un développement préclinique chez l'animal, en particulier le petit animal, mais aussi chez les primates non humains. Et puis toute la part de développement clinique sur laquelle moi je vais m'arrêter. C'est des développements qui sont extrêmement coûteux et qui en général durent plusieurs années, en général plus de 10 ans. On verra qu'avec le Covid, ça a été exceptionnel. Donc le développement clinique d'un vaccin, c'est pas très différent finalement en
termes d'objectifs que d'un médicament classique, c'est avoir constitué la documentation clinique qui concerne la sécurité, j'insiste beaucoup là-dessus, parce que tout au long du développement, c'est capital, l'efficacité, bien sûr, et puis peut-être spécifiquement au vaccin, les conditions d'administration pour son enregistrement. Les conditions d'administration, ça veut dire combien de doses, est-ce qu'on va avoir besoin de rappel, est-ce qu'on va pouvoir co-administrer ce nouveau vaccin avec des vaccins déjà existants. C'est le cas particulièrement chez les nourrissons, mais on le voit aussi ici avec le Covid. Est-ce qu'on peut co-administrer ce vaccin avec un vaccin grippe, un vaccin pneumocoque, sans avoir des interactions en termes de réponse. Et donc pour ça, il y a un certain nombre d'essais qui vont être mis en place. Je vous ai résumé sur ce tableau, qui sont pas du tout originaux par rapport à ce qu'on voit avec un médicament classique. Donc, les phases 1, on va regarder si la réponse immunitaire qui a été observée chez l'animal est observée aussi chez l'homme. Quel que soit finalement la cible du vaccin, c'est toujours chez l'adulte, hein, jamais des phases 1 chez l'enfant, même si le vaccin va s'adresser à l'enfant. Ensuite, donc, on va passer aux essais de phase 2, où on va avoir pour objectif de chercher la dose qui va ensuite permettre de faire l'essai de phase 3. Je vous ai mis juste un petit mot ici, parce qu'on en a beaucoup parlé au moment du Covid, c'est ces essais de challenge avec des infections humaines expérimentales. On va pouvoir, dans certaines situations, évaluer si le candidat vaccin permet une protection contre l'infection. C'est utilisé, c'est déjà utilisé depuis assez longtemps pour, en particulier, le palu, les infections virales respiratoires comme la grippe, ou encore les maladies entériques. Et ça peut permettre d'aller plus vite avant de partir dans des essais de phase 3, qui les essais de phase 3 sont des essais de très très grande envergure, plusieurs dizaines de milliers de participants sont inclus dans ces essais, et vont cette fois-ci permettre de démontrer l'efficacité du vaccin versus placebo, en tous les cas pour des nouveaux vaccins, quand il n'y a pas de vaccin déjà existant. C'est ces essais-là qui permettent ensuite l'enregistrement. Et donc après ça, c'est vraiment important pour la vaccination, c'est vrai aussi pour d'autres médicaments, on a les essais de phase 4 en post-AMM qui sont indispensables dans le cadre du vaccin pour suivre l'efficacité et non seulement l'efficacité mais aussi l'inocuité. Pourquoi ça? Parce que dans les essais de phase 3 et dans les essais plus précoces ne vont pas être inclus les populations particulières, des populations potentiellement à risque de faire des effets indésirables ou moins bien répondeuses à la vaccination. Donc ces essais en post-AMM sont absolument indispensables, à la fois pour évaluer l'inocuité sur un nombre important d'individus vaccinés et potentiellement des individus qui sont plus à risque de faire des effets indésirables, évaluer l'efficacité en vie réelle, et ça c'est vraiment majeur, et puis surveiller l'impact épidémiologique de la vaccination sur l'incidence ou la mortalité de la vaccination et la réceptivité de la population à la maladie pour pouvoir adapter au mieux les politiques vaccinales. Alors juste pour terminer un petit mot sur le Covid. Le Covid, ça a été une situation absolument exceptionnelle puisqu'on a eu en moins d'1 an la possibilité non seulement de démontrer l'efficacité des vaccins, mais de mettre en place la campagne de la vaccination. Donc, je vous ai mis là les grandes dates, mais c'est 6 mois entre le délai de l'épidémie, la déclaration de l'épidémie et le début des essais de phase 3. Donc, évidemment, du jamais vu dans l'histoire. Même pas 11 mois pour avoir les premières données d'efficacité clinique et moins d'1 an pour démarrer la vaccination. Alors ça a évidemment soulevé beaucoup de questions, mais il y a un certain nombre de conditions qui ont rendu possible ces vaccins mis au point aussi rapidement. C'est d'abord tous les progrès en immunologie, en virologie. C'est aussi qu'on avait identifié des technologies vaccinales facilement adaptables pour ce virus, et en particulier donc les ARN et les vecteurs. On savait le virus, on savait que ça permettait très vite de mettre au point des vaccins. On avait identifié que la protéine spike, la protéine d'enveloppe du virus, permettait d'induire une réponse protectrice au cours des épidémies précédentes à coronavirus. Il y a eu des financements, en particulier aux États-Unis, absolument considérables. Il y a eu aussi une mobilisation des participants aux essais cliniques. Ça a permis d'inclure très très vite et d'avoir des réponses très rapides. Et puis, dans le même temps que les essais se mettaient en place, les industriels ont démarré la production avant même d'avoir les résultats. Alors, il reste encore beaucoup de questions de recherche. Bien sûr, les questions de sécurité. Et pour l'instant, on n'a pas vraiment de doutes et de questions. On va parler des
problèmes cardiaques, mais finalement ça reste assez marginal par rapport au nombre de vaccins qui ont été réalisés. Les données d'efficacité en vie réelle, les données d'efficacité sur les formes sévères. Donc là aussi, on a eu très rapidement des données à partir de pays qui avaient des systèmes de surveillance. L'efficacité sur la transmission, qui est beaucoup plus difficile à évaluer et qui demande des recherches adaptées. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est une des questions sur lesquelles on est le moins bien outillé pour démontrer cette efficacité. La persistance de l'efficacité, on voit bien qu'aujourd'hui, on ne sait pas encore très bien, c'est des nouveaux vaccins, c'est des vaccins contre un nouveau virus. On n'a jamais eu de vaccin contre le coronavirus. Donc, la nécessité d'un rappel, de deux rappels, on ne sait pas très bien. L'impact des variants sur l'efficacité vaccinale. La comparaison des vaccins, qui va être évidemment un point majeur pour les années qui viennent, en particulier pour les doses de boost, les données dans les populations particulières, qui là au fur et à mesure, et puis, je vous l'ai dit, la co-administration avec d'autres vaccins. Voilà, donc plusieurs questions très aiguës aujourd'hui. L'impact des variants, ça c'est un point majeur, puisqu'on est en permanence confronté à des nouveaux variants. Donc, comment on va pouvoir faire évoluer cette recherche, les rappels, je vous l'ai dit, quelle population, à quel rythme, c'est toutes des questions d'actualité. Est-ce qu'on va avoir des schémas adaptés à des situations particulières? Et puis, j'ai pas du tout évoqué ici, mais toutes les études de ce qu'on appelle sciences humaines et sociales, comment on fait accepter ces vaccins, et plus particulièrement dans les populations qui sont les plus à risque. On pourra discuter, mais on sait qu'il y a encore une proportion non négligeable des patients très âgés ou des immunodéprimés qui n'ont pas été vaccinés et qui posent aujourd'hui un problème. Voilà. Merci. Merci, Lydie, pour ce... Il faut que je me rapproche. Est-ce que vous avez des questions? Madame. Merci pour cette présentation. Justement, concernant cette acceptabilité des vaccins, on a vu une véritable fracture sociétale par rapport aux vaccins anti-Covid, mais également antérieurement par rapport aux vaccins contre l'hépatite B. Comment vous faites pour intégrer cette dimension dans la recherche clinique? Alors, c'est des recherches qui sont en général des recherches multidisciplinaires, c'est-à-dire que, bien évidemment, il faut se faire aider de sociologues, de psychologues, potentiellement de gens qui ont l'habitude de travailler sur ces questions. Et puis, il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place antérieurement. Alors là, vous parlez de la fracture vis-à-vis du Covid. Ce qu'on sait aussi, et depuis longtemps, c'est que les milieux moins éduqués, socio-démographiques, moins favorisés, ont généralement moins accès à la prévention. Et c'est pas que la vaccination, c'est la prévention au sens large. Donc là, ça s'est retrouvé avec le Covid. Ça fait aussi partie des populations où l'hésitation vaccinale est la plus importante. Donc il y a plusieurs axes de recherche. Il y a d'abord une première chose qui est de faire une cartographie en fait de cette hésitation vaccinale. Et ce qu'on sait, c'est qu'il n'y a pas qu'un élément, il y a plusieurs éléments qui font que les gens vont être réticents à se faire vacciner, qui sont variables selon les individus. Donc il y a plusieurs types de facteurs qui vont faire que les gens ont une inquiétude. Et ensuite, il faut essayer d'agir en fonction, ça peut pas être quelque chose de général, mais il faut essayer d'agir en fonction justement des facteurs qui sont des facteurs bloquants pour essayer de lever ces facteurs. Puis il y a eu un point majeur peut-être qui est apparu plus qu'on l'avait jamais vu avant, c'est les réseaux sociaux et Twitter, où là c'est beaucoup plus difficile d'agir. Mais on sait que sur les réseaux sociaux, il y a eu un nombre de fausses informations qui ont circulé de façon extrêmement importante, et ces fausses informations ont été relayées et reprises par, en grande majorité, des gens qui étaient vraiment opposés à la vaccination. Donc c'est vraiment des recherches très spécialisées qui se font maintenant au niveau international, en particulier une grosse équipe au Royaume-Uni qui s'occupe de cette problématique d'hésitation vaccinale. En France, il y a des sociologues, il y a des médecins, il y a des gens qui travaillent aussi là-dessus pour essayer d'avancer. Mais c'est extrêmement difficile. Richard, une question? On va donner un micro. Est-ce que vous quand on en passe à distance? J'avais une question sur l'adaptabilité des vaccins aux variants.
Et est-ce que parce qu'on avait eu le sentiment que c'était assez facile avec les vaccins ARN d'adapter finalement un nouveau vaccin pour un nouveau variant, et est-ce qu'il faut recommencer tout ce processus que vous nous avez décrit quand on adapte le vaccin, ou est-ce que ça va beaucoup plus vite? Alors, en fait, il y a plusieurs points dans votre question. Il y a une question réglementaire, hein, c'est-à-dire est-ce que les autorités réglementaires, comme ils le font pour la grippe par exemple, vont considérer que l'adaptation de l'ARN et de la protéine spike est une variante du vaccin précédent et qu'ils vont se contenter des données sur la qualité du vaccin pour l'autoriser, voire de données d'immunogénicité sur un petit groupe de sujets. La réponse, je la connais pas parce que je suis pas sûre que la décision ait été prise, mais elle est probablement oui, parce qu'on ne pourra pas de toute façon faire des essais pour démontrer l'efficacité ou la supériorité de ces vaccins. La deuxième question qui aujourd'hui est posée, c'est finalement est-ce que on a des données suffisantes pour développer un nouveau vaccin, et si oui, sur quel variant? C'est toute la question aujourd'hui déjà de tester les vaccins déjà disponibles, la réponse immunitaire qu'ils sont capables d'induire après 2, 3, voire 4 doses sur les différents variants disponibles, et en fonction de ça, mais ça fait l'objet évidemment de discussions scientifiques très intenses aujourd'hui, en fonction de ça, savoir si ça vaut le coup de démarrer un nouveau vaccin. Et en particulier aujourd'hui, beaucoup d'industriels se posent la question d'Omicron. On n'a pas aujourd'hui la certitude que ça serait intéressant de vacciner contre Omicron pour protéger contre des variants qui risquent d'émerger dans les mois qui viennent. Oui, question ici. Pendant qu'on vous amène le micro, comment on a pu, dans ce pays, avoir, grâce à votre aide, 11 vaccins obligatoires et que ça passe comme une lettre à la poste, et avoir un vaccin contre le Covid qui amène autant de résistance violente? Je ne sais pas si on peut dire que les 11 vaccins sont passés comme une lettre à la poste. Je pense que Alain Fischer a beaucoup œuvré pour que les 11 vaccins soient obligatoires et que finalement il n'y ait pas des émeutes dans la rue. Le Covid, moi, j'aurais pas parié avant que la campagne commence qu'on arriverait à une couverture vaccinale aussi élevée. Objectivement, la France a réussi à vacciner une proportion extrêmement importante de la population. Alors certes, on a un peu triché avec le pass vaccinal, hein, on a plus qu'incité les gens à se vacciner, mais malgré tout, alors qu'il y avait quand même des raisons, pour le coup, à avoir des réticences. C'était, on l'a vu, un nouveau vaccin, une nouvelle technologie, un nouveau virus. Donc les réticences qui existaient au moment de la mise en place de la campagne de vaccination, elles étaient très compréhensibles. Hein. Et puis ensuite, au fur et à mesure que la campagne s'est déroulée, que le monde entier s'est vacciné, on a pu avoir des données qui sont tout à fait rassurantes. Donc aujourd'hui, par contre, on a du mal à comprendre les gens qui sont encore hostiles à cette vaccination, surtout quand ils sont à risque de faire des problèmes. Alain Fischer, vous voulez compléter vous avez des chiffres aussi? Je l'ai montré tout à l'heure dans la présentation, juste, je pense que c'est quand même vrai que la vaccination des enfants, une fois que la décision a été prise et les actions menées, est passée comme une poste. C'est vrai, ça a marché. Oui, ça a marché. Au-delà des espérances. Si je veux faire une réponse légèrement provocatrice, mais j'ai peur qu'elle ne soit pas totalement fausse, c'est que les gens s'occupent plus d'eux-mêmes que de leurs enfants. Ça, c'est un peu provocatif. Oui, mais j'ai peur que ça soit pas tout à fait faux, malheureusement. On a une question internet. Est-ce qu'on doit vacciner les moins de 12 ans? Mais peut-être que vous aborderez ça dans 5 minutes. Dites-nous alors, dites-nous. Alors, est-ce qu'il faut vacciner les enfants? Je pense on a entendu des pédiatres. Ouais, il y a deux questions. Les pédiatres ont pris position à un moment où on n'avait pas de données sur la sécurité des vaccins chez les plus jeunes, donc c'était une position de prudence. Aujourd'hui, je crois que les pédiatres sont convaincus qu'il est important de vacciner les enfants. Et moi, je pense aussi que c'est important pour arriver à une immunité collective de vacciner les enfants, dans la mesure où on a maintenant des données de sécurité qui sont vraiment tout à fait rassurantes. On a une question là-haut. Une question assez simple, je reviens à la limite à la première question. Vous avez dit que l'enjeu de la vaccination, c'était l'acceptabilité de cette dernière chez les patients à risque, qui peut rencontrer certains facteurs bloquants.
Un facteur bloquant qu'on rencontre beaucoup, c'est cette peur des effets indésirables à long terme. Vous disiez surveiller. Quelle réponse on peut apporter à ces patients? Alors on n'est jamais sûr de rien, et les ARN sont une nouvelle technologie, mais dans l'histoire de la vaccination, et on a maintenant des données sur des dizaines de vaccins, les effets indésirables sont des effets qui arrivent tout de suite après la vaccination, qu'on appelle la réactogénicité, ou des effets qui arrivent dans les quelques semaines, globalement, au maximum 2 mois après la vaccination. Donc, avec ce qui a été mis en place, en particulier pour le Covid, en termes de surveillance et de pharmacovigilance au niveau international, les effets indésirables, ils ont été mis en évidence très vite. On a d'abord vu les problèmes allergiques, on a vu ensuite très rapidement les problèmes cardiaques. Donc, aujourd'hui, voilà, je pense, sauf, on peut jamais dire, il faut continuer à surveiller, mais aujourd'hui, on ne connaît pas de vaccin qui entraîne des effets indésirables 2 ans, 5 ans, 10 ans après. Si tu m'autorises, je voudrais juste rajouter sur l'ARN spécifiquement, parce que tous les fantasmes qui courent autour de la recombinaison de l'ARN avec l'ADN, on va modifier le génome cellulaire, donc pourquoi pas des risques de cancer, et si ça se passe pendant une grossesse, des malformations, tout. Et je pense qu'il faut rappeler aux gens que, l'ARN est extrêmement instable, il est là pour une période de temps très très courte. Deuxièmement, la probabilité qu'il pénètre dans le noyau n'est pas 0, mais extrêmement faible, que même s'il est dans le noyau, la probabilité qu'il recombine avec l'ADN est extrêmement faible, que même si ça arrive, la probabilité que ça engendre un événement pathogénique est encore plus faible. Donc on est dans des ordres de grandeur de probabilité juste infinitésimales. Et on peut même ajouter qu'il y a une expérience pratique d'utilisation d'ARN thérapeutique depuis plusieurs années pour traiter quelques maladies rares comme des porphyries et d'autres maladies qui ne sont pas exactement le même type d'ARN, donc la structure chimique est la même. Et les patients reçoivent des injections tous les mois d'ARN, pour but de modifier l'épissage de gènes donnés, à des doses qui sont 1000 fois supérieures à celles qui sont contenues dans les vaccins, de tous les mois, depuis plusieurs années. Donc ça se passe, il y a un tout petit peu de toxicité hépatique, mais il ne se passe pas des drames liés à des recombinaisons possibles, alors que là, la probabilité d'événement est des millions de fois plus élevée, in fine. Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'arguments pour rassurer les personnes. On a plusieurs questions en ligne sur le Novavax. Quelle place pour le Novavax? Alors le Novavax, c'est un vaccin qui fait appel à une technologie classique, puisque c'est un vaccin sous-unitaire, c'est la même technologie que l'hépatite B ou le papillomavirus, avec un adjuvant par contre qui est un petit peu plus nouveau, qui a été utilisé uniquement pour un vaccin contre l'hépatite B jusqu'à présent, qui, à ma connaissance, n'est pas disponible en France. Il a une place, ils ont des données qui sont très intéressantes, il a une place d'une part chez des gens qui ont fait un vrai effet indésirable à l'ARN, et puis il aura probablement une place dans le cadre des rappels à un moment où peut-être on va vouloir alterner des vaccins de différentes technologies. Donc, et puis la troisième place, c'est les gens qui veulent absolument pas un vaccin à ARN, parce que comme l'a dit Alain Fischer, on en a des comme ça, et ce vaccin-là est un vaccin classique, une technologie classique, donc on peut le proposer dans cette indication. Une dernière question qui arrive. Le vaccin chez la femme enceinte protège-t-il le fœtus? Alors, la vaccination en cours de grossesse, elle a pour objectif, d'une part, de protéger la mère, et là, dans le cadre du Covid, c'est l'objectif principal, mais on a aussi à la fin de la grossesse, et en particulier au dernier trimestre de la grossesse, on a un passage transplacentaire des anticorps maternels, et donc on a aussi une protection de l'enfant. C'est pour ça qu'on vaccine contre la grippe pendant la grossesse. Pour le Covid, j'allais dire, l'objectif principal, c'est vraiment de protéger la mère, qui est particulièrement à risque de faire des formes graves en fin de grossesse surtout et en postpartum immédiat.